Bien, bonjour à tous. Eh bien, nous sommes au lendemain des élections présidentielles françaises, avec les résultats que vous savez déjà. On va en parler tout à l'heure avec nos invités politiques, puisque nous allons recevoir successivement Madame Nadège Montout, elle est militante de la France Insoumise, le parti de Mélenchon. Ensuite, nous allons recevoir Christian Céleste. Il est membre du PCG, il est responsable surtout du journal Nouvelles Étincelles. Ensuite, Gustave Diduflo, elle est coordonnatrice de la campagne d'Emmanuel Macron en Guadeloupe. Et aussi, nous avons avec elle, on fera le point sur la candidature de Macron au deuxième tour, puisque vous savez que Macron, il est en difficulté, on va dire, et qu'il y a des choses qui se passent. On va parler tout à l'heure avec Madame Duflo. Magali Marcin, elle est élue déléguée au numérique et à la jeunesse de la ville des Abîmes, avec elle on parlera précisément de numérique, non pas seulement de politique, mais de numérique, puisqu'il y a des opérations qui sont en train d'être faites. Et puis on va terminer notre ZCL News, comme chaque lundi, avec Jean-Luc Duvial et Damisso, Jolo, comme on le surnomme. Sinon, bien sûr, les élections sont le sujet de l'information, puisque nous ferons un point tout à l'heure sur la participation dans les bureaux avec Olivier Moradel. Après, nous parlons de ce concert de solidarité qui s'est fait au BIC CHU avec Vernie Valverde. Il y avait des artistes comme Dominique Coco qui était là, tout sur Vinbay Antifos. Pour les artistes, on voit aussi ces artistes qui ont participé à ce concert, effectivement pour Théba, c'est mon enfance. Pendant ce temps à Bastère, il y avait cette manifestation, Bastère, plus précisément à Baïf, il y avait une manifestation aussi du collectif qui continue à se mobiliser. À Mornalo, il y avait un marché, Olivier Mandel était sur place, et puis, comme vous savez, c'est la période des crabes, pas ni fête du crabe l'année là ça, enfin, nous pas autant de ça, puisque nous sommes en avril et rien n'a été dit, mais le crabe continue à être très demandé, et les gens qui peuvent manger crabe, ils sont contents. Et puis, c'était la messe des rameaux. Sinon, on commence avec tout de suite le proverbe du jour, comme chaque jour. Alors, le proverbe du jour de ce lundi 11 avril, on coûte langue, c'est on niche à pour le bois. On coûte langue, c'est on niche à pour le bois, vous aurez comprendre ça. Si les gens qui ne peuvent pas comprendre ça, je vous dis moi tout à l'heure, les souillures, les médisances laissent des traces conséquentes et terribles, c'est-à-dire leur palliation, nous dit bêtises en l'air, eh bien, ça après ça va tourner, ça va virer, des fois, quand on a ça sur les réseaux sociaux, et c'est qu'évidemment, on niche pour le bois, puisqu'il y a prendre balle. Madame Duflo est déjà arrivée. Alors, on va la faire entrer, mais alors, on revient donc sur ce proverbe très guadeloupéen. Et donc, on va parler politique, je vous l'ai dit, puisque nous allons faire le point sur les élections, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Alors, premier sujet, bien sûr, les élections, la participation dans les bureaux. On regarde le sujet d'Olivier Moradel. C'est tout à fait normal pour quelqu'un face à son devoir de citoyen, surtout actuellement. Et puis le contexte aussi. On peut donner à quelqu'un à faire son choix aussi. Mais lorsque la personne, le citoyen même se déplace, c'est mieux de faire son choix même. C'est un scrutin qui se passe normalement, mais un peu dans le calme. Vous savez, nous faisons bien la différence entre les élections locales et cette élection nationale qui est l'élection du président de la République. C'est vrai que ça a toute son importance, mais ça ne mobilise pas suffisamment pour qu'il y ait ce mouvement de foule que l'on connaît quand il s'agit d'une élection locale. Mais cela se passe bien. Nous sommes à près de 10% dans tous les bureaux de vote de Mornalo, donc les gens vont voter. C'est un devoir citoyen, c'est très important pour nous aujourd'hui de pouvoir voter pour le ou la candidate qui pourrait changer le cours des choses. Je leur dirais d'aller voter. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire entendre notre voix. C'est l'opportunité en fait de pouvoir, comme je disais, changer les choses et d'apporter un changement, un nouveau souffle à la France, à la République. Et donc à tous les jeunes, vraiment, allez voter. Ça ne sert vraiment à... C'est vraiment très important d'aller voter. Tout s'est bien passé. Tous les bureaux ont pu être ouverts ce matin, convenablement constitués avec au moins le président
le secrétaire ou la secrétaire et avec au moins un assesseur titulaire. Donc globalement, les opérations de vote se sont bien déroulées, il n'y a pas d'incident particulier à signaler. Nous savons tous que la problématique, c'est celle de l'abstention. En plus, c'est une élection nationale. En général, les élections locales sont beaucoup plus prisées. Je crois que sur Sainte-Anne, ce sera un peu plus de 40%, autour de 40%, ça fait quand même près de 60% d'abstention. Ici, dans ce bureau numéro 9 que je présidais, eh bien, il y a 42, un peu plus de 42% de votants sur les inscrits qui se sont exprimés. Voilà, donc évidemment, le fait marquant aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est l'abstention, à peu près autour de 60%. Et je pense que c'est une tendance qui va se confirmer d'une manière générale et peut-être sur la Guadeloupe. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour la participation. Vous l'avez entendu, elle a été relativement faible, 47%, 47,76%. Et l'abstention toujours aussi élevée. Alors, je vous l'ai dit, nous avons des politiques avec nous. La coordonnatrice numéro 1 Monsieur Macron, elle est avec nous, Madame Gustave Dizuflo, bonjour. Bonjour Danick. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'effondrement total de votre candidat en Guadeloupe? Je parle en Guadeloupe. Oui, bien sûr. Ma foi, la population guadeloupéenne a voulu faire entendre sa voix, qu'elle n'était pas, comment dirais-je, elle n'était pas contente de la politique d'Emmanuel Macron sur le territoire guadeloupéen. Néanmoins, comment dirais-je, cette contestation n'est pas unique sur la terre guadeloupéenne, puisqu'on la retrouve aussi partout. Sur la Guyane, non pas partout, sur la Guyane, sur la Martinique, sur la Réunion, la Guadeloupe. Saint-Martin aussi. Il n'y a que Saint-Barthélemy qui vous sauve. Il y a Saint-Barthélemy et puis la Polynésie française. La Polynésie française. À 40%. Polynésie française, oui. Oui, c'est aussi un territoire ultramarin. D'accord? Oui, oui. Donc, en fait, c'est pour vous dire qu'en fonction des territoires, c'est apprécié différemment. Moi, je crois que de toute façon, la population a manifesté sa volonté que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui sorte dans les urnes. Voilà. Mais au second tour, il n'est pas là. Ben. Donc, il va falloir être vraiment très pragmatique et de voir un petit peu comment, avec le candidat Emmanuel Macron, on peut co-construire. Et je pense que c'est ça aussi qui fait toute la différence entre le candidat du Rassemblement national et le candidat Emmanuel Macron. Eh bien, c'est qu'il l'a dit, comme il l'a fait pour les Corses, c'est la main tendue. On peut parler sans tabou. Allons co-construire. Est-ce qu'on veut plus d'autonomie? Est-ce qu'on veut plus de domiciliation locale du pouvoir? Parce que, sincèrement, quand on regarde ce qui s'est passé en Polynésie française pour la gestion de la crise, d'accord, où c'est un territoire d'outre-mer, ce n'est pas un département, donc oui. Ils ont le gouvernement. Et les décisions ont été prises sur le territoire de la Polynésie française par le gouvernement local. Et Danick, les décisions qui ont été prises en matière de gestion de crise sanitaire ont été plus drastiques en Polynésie française que celles qui ont été appliquées en Guadeloupe. Je ne sais pas si on se rappelle des reportages qui ont émaillé les fils de mois. On se souvient, oui. Pratiquement, si tu n'étais pas vacciné, tu ne rentrais pas sur le territoire. Oui. D'accord. Mais si on avait eu ça ici, on aurait eu moins de Covid de toute manière. Si l'ARS avait pris cette décision dès le départ, c'est sûr qu'on aurait eu moins de circulation du virus. Après, effectivement, il faudra faire le bilan. Donc, c'est pour dire que, étant donné que la Polynésie française est dans une relative autonomie, la population polynésienne a accepté ce que son propre... Il n'y a pas eu d'imposition. Voilà, son propre gouvernement proposait, alors même que les règles étaient beaucoup plus drastiques que dans les départements d'outre-mer. Alors, avant de donner la parole à M. Céleste, juste une dernière chose. Ça veut dire que la campagne pro-Macron en Guadeloupe n'a pas fonctionné? En fait, c'était très, très difficile. Et je suis vraiment sans langue de bois. Ce premier tour... nous n'avons pas pu faire une campagne classique, tractage, être présent sur le terrain, etc. Parce que nous subissions énormément de pression, de menaces. De pression? Ah oui, de pression, de menaces. Il y a un meeting que nous avons voulu faire en présentiel. Nous n'avons pas pu tenir ce meeting. Parce que très clairement, nous avons reçu des menaces. Ah bon? Donc, ah oui. Mais on n'a pas été informé de ça. Mais moi, je le dis a posteriori, parce que du coup, ça met moins, ça enlève un petit peu l'attention que ça peut générer.
Mais voilà. Donc aujourd'hui, on est au second tour. Il faudra probablement co-construire ce second tour. Il faudra répondre là où les Guadeloupéens ont trouvé que le candidat Emmanuel Macron n'apportait pas suffisamment de réponses. Oui. D'accord ? Et donc, mais en fait, il faut que le dialogue s'instaure. Alors, Christian Céleste, vous êtes directeur des Nouvelles Étincelles, membre du comité central du Parti communiste guadeloupéen. J'ai envie de vous demander, est-ce que Macron n'est pas le porteur de l'autonomie désormais, au regard de ce qu'il a dit dans les derniers jours? Parce que vous êtes partisan de l'autonomie depuis plus d'une soixantaine d'années en tant que communiste, alors est-ce que ça ne vous arrange pas? Et derrière, j'ai envie de dire, est-ce que vous n'irez pas voter Macron, tout compte fait? D'abord, bonjour, bonjour, monsieur Céleste. Et bonjour aux Guadeloupéens. Oui. J'espère que ce matin, les Guadeloupéens sont tranquilles. Il y a certainement des politiques qui se sont réveillés un peu avec la gueule de bois ce matin. Ouais. Oui. C'est très compliqué, là. Oui. C'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je ne sais pas ce qu'il a dit, Macron, ce qu'il veut dire. À vrai dire, je n'écoute même plus Emmanuel Macron. Ah bon? Mais non, parce que Emmanuel Macron, c'est le mensonge personnifié. Toute sa politique, au cours de ces 5 dernières années, a été une politique bâtie sous le mensonge, le masco, doublé de violence envers les Guadeloupéens. Donc, de toute façon, nous nous trouvons dans une situation aujourd'hui telle que nous l'avions prévue, en appelant les Guadeloupéens au premier tour à voter Guadeloupe, c'est-à-dire à mettre dans l'urne un bulletin sur lequel ils auraient écrit Guadeloupe. Pourquoi? Oui. On considère que ces élections-là n'étaient pas pour la Guadeloupe, n'étaient pas pour nous. Même si dans des programmes de tel ou tel candidat, on pouvait trouver une allusion à la Guadeloupe ou à ce qu'ils appellent communément les Outre-mer, ça dépend du moment, ou les ultramarins, ça dépend, on peut trouver quelque chose. Mais au fond, la Guadeloupe n'était pas au centre de cette bataille électorale. C'était une affaire franco-française, on l'a bien vu. Et aujourd'hui, alors, je comprends, en même temps je plains, ceux qui ont voté Mélenchon, Mélenchon, il avait son programme, ils ont voté Mélenchon, effectivement, je pense que c'est un vote de contestation pour contester la politique néfaste de Macron. Ils ont voté Mélenchon pour faire au barrage à l'extrême droite, n'est-ce pas? Il y a eu donc un vote utile. Mais alors aujourd'hui, on fait quoi? J'entends déjà ce qui se passe. Oui. Comment ça craque dans les rangs. Maintenant, aujourd'hui, on a face à face le Macron qu'on voulait déchoquer. Oui. Et la Marine Le Pen qu'on voulait évacuer. Oui. Ils sont là face à face. Comme en 2017. Alors on fait quoi? La Guadeloupe fait quoi dans cette C'est la question, justement. C'est la question maintenant. Est-ce que ceux qui ont appelé au barrage de Marine Le Pen en votant Mélenchon, oui, sur un fond de contestation, ou peut-être pour certains de vote, je dirais, de conviction, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Mais alors ça a servi à quoi ce vote? Alors là, on voit bien que ça grappille un petit peu derrière dans les trucs. On a la représentante de la France Insoumise qui est là, qu'on a invitée, Madame, j'ai vu arriver, Madame. Madame Montout. Bien sûr, mais alors je termine en disant que... Oui. Eh bien, voilà. Nous sommes aujourd'hui dans la situation que nous avions expliquée en disant qu'aujourd'hui, quel que soit le président qui sera élu en France, quel que soit le gouvernement qui arrivera au pouvoir en mai, je crois, oui, pour les législatives, la question ne se pose pas là. La question se pose ici, pour nous. C'est-à-dire qu'il y a, je dirais, une pensée fondale qui a été mise sur la table par Ozan Girard, il y a aujourd'hui 64 ans, qui consistait à dire qu'il serait stupide de penser que des lois et règlements votés pour la France et pour l'Union européenne pourraient apporter ici développement et progrès et épanouissement. C'est une question
qui intéresse les Guadeloupéens. Alors, à nous de faire ce qu'il faut. Prenons le pouvoir. Alors, Madame Montout, merci d'être avec nous. Vous êtes une des porte-parole de la France Insoumise. Madame Duflo disait tout à l'heure qu'elle n'avait pas pu tracter, qu'elle n'avait pas pu faire campagne pour Macron. Est-ce que ça a été le cas pour la France Insoumise en Guadeloupe? Alors, d'abord, bonjour tout le monde. Merci de votre invitation, Monsieur Zandronis. En ce qui nous concerne, je vais commencer par remercier toutes les personnes qui ont porté Jean-Luc Mélenchon en tête au niveau de la Guadeloupe et plus largement dans tous les territoires, la quasi-totalité des territoires des sauf la Polynésie. Voilà, et puis Saint-Barthélemy également. Donc ça fait quand même un score très important. On entend depuis les résultats, l'annonce des résultats des élections, beaucoup d'analyses, ci et là. J'ai entendu effectivement l'analyse de notre camarade communiste, donc Christian Céleste. Donc, en ce qui nous concerne, comme la population a pu le remarquer, on était présent sur le terrain parce qu'on estime qu'il faut faire campagne pour convaincre. Oui. C'est l'arme, on va dire, dont se dotent les partis politiques et puis les groupes qui voudraient faire passer des idées et qui ont un programme à défendre. Donc, on était sur le terrain, on avait différents groupes qui étaient déployés sur le terrain. Sur différents secteurs. Donc on a couvert toute la Guadeloupe. Je pense que les Guadeloupéens l'ont bien noté. Et je pense qu'il y a eu un vote d'adhésion avant tout, avant un vote contestataire, puisque la contestation est venue quand même, est arrivée dans le cadre de cette mandature en fin de cycle, puisqu'on a eu la crise sanitaire et puis le mouvement social. Bon, il y en a eu d'autres avant, oui. Mais le mouvement social qu'on connaît aujourd'hui, par rapport à la crise sanitaire qui sévit en France depuis quelque temps, est arrivé quand même en fin de mandature. Donc, il y a eu, avant cela, beaucoup de batailles qui avaient été menées par nos camarades au niveau parlementaire, au niveau de l'Assemblée nationale, et pas que, au niveau européen aussi. Je peux répéter ce que j'ai déjà dit ailleurs. On a eu, par exemple, sur le dossier du chlordécone, un camarade qui s'appelle Younous Omarji, qui est député européen, que vous avez eu l'occasion de recevoir ici, et qui l'a dit aussi ici sur ce plateau, qu'il a été le premier à enclencher en fait la dynamique par rapport à la mobilisation des associations qui dénonçaient le problème du chlordécone. Bon, il y a eu beaucoup d'autres dossiers qui ont été traités, donc les Guadeloupéens ont une impression d'être considérés par les parlementaires de la France Insoumise et par les militants, puisqu'on a toujours relayé en fait les problématiques de nos territoires. Et Jean-Luc Mélenchon l'a dit quand il est venu en Guadeloupe, sans pour autant critiquer trop sévèrement l'action de nos parlementaires, de nos élus, parce qu'ils ont eu à travailler ensemble aussi sur certains dossiers, mais il n'empêche que le travail, la manière, peut-être la méthode utilisée par la France Insoumise a plu et puis a parlé à nos compatriotes, et ce qui a fait qu'il y a eu un vote d'adhésion, oui. Et effectivement peut-être aussi un vote contestataire. Alors, comme dit M. Céleste tout à l'heure, les Guadeloupéens qui ont voté Mélenchon ont voté pour exclure ou balancer Macron, et maintenant la France Insoumise va dire de voter Macron? Alors, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé hier concernant, oui. comme en 2017, oui. il a dit qu'il faut faire barrage au Rassemblement national, ce que je pense que M. Céleste partagera avec nous. Après, il n'a pas donné de consigne de vote. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? En fait, en 2017, et comme aujourd'hui, oui. On consulte la base. Oui. C'est ce qu'on fait à chaque fois. On demande aux gens. Bon, lui, il a dit qu'il laisserait le soin aux militants de prendre leur décision. Ça peut aller jusqu'à l'abstention. Les gens après, ils ont plusieurs choix. Oui. On leur a dit de ne pas voter pour Marine Le Pen, pour l'extrême droite, ce qui est de toute façon chez nous, c'est oui. Tout à fait normal. On n'a même pas discuté sur ça. Oui. Après, les gens vont faire leur choix en leur âme et conscience. Madame Duflo, est-ce que aujourd'hui, le signal qui a été donné, qui est très fort en Guadeloupe à Macron, ne l'oblige pas à reconsidérer sa politique totalement? Et vous qui êtes coordonnatrice ici, j'imagine que le message va remonter. D'abord avec l'OSBAR, avec Harry Chaluche, enfin tous les 35 personnes qui ont pris position pour Macron. Est-ce que vous regrettez d'avoir pris cette position? Non, nous ne regrettons pas. Pourquoi? Parce que en politique, effectivement, nous sommes élus par les citoyens,
maintenant aussi un devoir de pragmatisme. Et c'est vrai que lorsque nous avons parrainé Emmanuel Macron, beaucoup de gens se sont affolés en disant oui, mais Emmanuel Macron, voilà, nous ne sommes pas contents de sa politique, etc. Mais en fait, ce devoir de pragmatisme, c'était aussi de se projeter et de comprendre que Emmanuel Macron est un des candidats qui peut être au second tour et qu'il a la capacité d'être à nouveau président de la République et de pouvoir co-construire avec lui sur les grands chantiers. Moi, je prends le cas du chantier de l'eau. Nous avons 500 millions d'euros pour la mise à niveau de l'eau potable et de l'assainissement. C'est une promesse ou bien c'est une actualité? C'est une actualité. Et alors, il faut dire les choses comme elles sont parce que cette campagne du premier tour, ça a été énormément de démagogie. Et je le dis, depuis 2017, l'État a injecté 90 millions dans l'eau. C'est insuffisant quand même. Dans l'eau potable. Non, 90 millions. Et ensuite, sur les fonds européens, sur les fonds des collectivités, nous avons rajouté un plan d'action d'urgence à hauteur de 73 millions. Aujourd'hui, avec ce plan d'action d'urgence que nous avons terminé à la fin de décembre 2021, nous avons fait un retour d'expérience que nous avons partagé avec les usagers. Aujourd'hui, la Guadeloupe est en capacité à investir entre 30 et 50 millions d'euros par an. Quand on dit la Guadeloupe, c'est la région. Je parle de la Guadeloupe, pour la Guadeloupe, enfin, c'est-à-dire tout financement confondu. C'est 30 à 50 millions que nous pouvons, c'est plutôt ça, c'est que nos entreprises peuvent porter par an pour pouvoir effectuer les travaux. Alors c'est vrai que j'entends ci et là de dire, mais on n'a qu'à donner les 500 millions tout de suite et les choses. Non, si nous faisions ça, ça voudrait dire que pour pouvoir aller très vite, il faut avoir recours aux multinationales parce que nos entreprises locales n'ont pas la force de frappe pour pouvoir porter 500 millions d'euros de projets en 2 ou 3 ans. C'est ça aussi la réalité. Et cette réalité, eh bien, on la côtoie au quotidien quand on fait le retour d'expérience sur le plan d'action d'urgence que nous avons porté. Donc, c'est quelque chose que nous co-construisons avec les usagers, d'accord? Les usagers nous ont beaucoup aidés. Notamment sur la réquisition pour les réparations de fuite, qui est ensuite à hauteur de 6 millions qu'a porté l'État, puis qui a été relayé par la région, le président de région, pour 4 millions d'euros supplémentaires. C'est vrai, nous avions des schémas, et les usagers, sur le périmètre du FIDER Bélocado, nous ont dit, vous faites ça, mais là, il y a un souci, et nous avons en fait co-construit cette réparation de fuite. Il n'y a pas que le problème de l'eau en Guadeloupe depuis la mandature. Non, mais j'ai pris un exemple. Oui. Je peux prendre également le plan séisme Antilles. Le plan séisme Antilles 3, c'est 640 millions d'euros. D'accord? Dans lequel 99 classes vont être rénovées et confortées de manière sismique et parasismique. C'est le CHBT pour 14 millions d'euros. Eh bien, qui doit être rénové et avoir ce confortement parasismique. C'est l'ensemble de nos centres de secours. Parce que c'est bien beau qu'on aille, etc. Mais si, en cas de tremblement de terre, nos centres de secours, c'est-à-dire que ça soit le SDIS ou autre centre, eh bien, ne sont pas confortés de manière parasismique, eh bien, ça s'effondre. Et c'est aussi des bâtiments publics de prise de décision, comme la sous-préfecture, comme la préfecture, qui doivent être aussi rénovés. Et sur ce plan séisme Antilles 3, là aussi, c'est une co-construction que nous avons réalisée avec l'État. Et nous avons demandé également qu'on aille plus loin sur le volet formation de nos professionnels dans le bâtiment pour qu'ils aient une vraie expérience. Donc ça veut dire que Macron, bravo, tout va bien? Non, je n'ai pas dit ça. Ah bon? Simplement, ce que je dis, c'est que nous avons des chantiers majeurs, d'accord? Et ces chantiers majeurs nécessitent qu'on puisse co-construire avec le nouveau gouvernement qui va être en place. C'est également le CHU. Alors oui, j'ai entendu... C'est pas lui, hein, le CHU, c'est Hollande, ça. Non, le CHU, vous savez qui, le premier acteur, le nouveau CHU. Le nouveau CHU, c'est Xavier Bertrand, lorsqu'il était ministre de la Santé sous Jacques Chirac. Oui. Donc ça remonte... C'est un projet. Non. Mais l'argent... Même... Non, c'est Xavier Bertrand qui a sanctuarisé, qui a dit il faut 600 millions d'euros. Sauf que
c'est là qu'il faut être vraiment précis dans le choix de ces mots. C'est qu'il le dit sous Jacques Chirac. Oui. Ensuite, nous avons eu Sarkozy. Oui. A-t-on vu quelque chose? Oui, Non. oui. Ensuite, nous avons eu Hollande. A-t-on vu quelque chose? Il a relancé le projet. Mais Hollande, Oui. est-ce que nous avons vu quelque chose de sorti? Non. Et c'est sous Emmanuel Macron. Et rappelez-vous également, nous étions dans une situation extrêmement critique avec l'incendie du CHU, Oui. que Emmanuel Macron a dit, OK, bon, maintenant, ça suffit. Les 600 millions sanctuarisés, il faut les sortir. Parce que l'État peut vous dire, je sanctuarise, mais derrière, il n'y a rien. Les 600 millions, on les sanctuarise, on les donne et on lance la construction. Quand on dit cela, d'accord, ce n'est pas mentir que de dire que celui qui fait le geste de sortir l'argent de son budget, c'est Emmanuel Macron. Christian Céleste, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec Mme Gustave Duflo Non. Sur sa vision? Je ne peux pas être d'accord parce que ça, disons que c'est la politique française, cette histoire-là. Oui. Ça ne nous intéresse pas, là. Le CHU nous intéresse pas? Non, ce n'est pas la question du CHU. Le CHU nous intéresse et on se bat et on s'est battu pour le CHU. Mais on a vu ce que Emmanuel Macron a fait au CHU, là. Il y a le nouveau, mais il y a celui qui est là. On voit ce qu'il fait au CHU depuis 1 an maintenant. Il est en train de bousiller le CHU, le personnel soignant, les usagers. Voilà le résultat. Il a été sanctionné pour ça. Maintenant, je veux dire ceci. Nous ne pouvons pas continuer dans cette comédie de penser qu'en investissant le champ de la politique française ou un candidat français, que nous allons résoudre nos problèmes ici. Il faut vraiment, je dirais, couper ce cordon-là. Il faut sortir du mimétisme et de l'assimilation. Ce n'est pas possible au XXIe siècle. D'autant plus que ceux qui sont là-bas, en face de nous, ils sont clairs, ils sont droits dans leurs bottes. Emmanuel Macron, il ne nous a pas surpris. Dès qu'il a été élu président, quand il est venu ici pour la première fois, il a annoncé les couleurs. Il a annoncé les couleurs à l'aéroport, il a annoncé à Saint-Martin. Il a dit clairement, et il faut reconnaître, aucun élu n'a bronché. Aucun élu. Ils ont baissé la tête, ils ont bu la tasse. Une fois. Là, hier soir, ils viennent de boire la tasse une deuxième fois. Bien. Et il est venu et il a dit qu'il va régler la question. Nous avons des élus corrompus, incompétents, et il y a de la gabégie ici, etc. Ça ne peut pas marcher. Il est venu rétablir ce qu'il a appelé l'ordre, l'État. L'État revient. L'État revient. Quel État? L'État capitaliste, l'État des puissants, l'État de ses amis, Bolloré et compagnie. Nous comprenons ça. Je ne crois pas que Bolloré soit son ami. Oui. C'est plutôt le contraire. Non, méfiez-vous. Donc, et il a fait ce qu'il avait dit. Aucun problème capital ici n'a été résolu. Ni le chômage, l'eau. Mais il faudrait bien qu'on arrête avec cette affaire d'eau. On nous a menti sur 400 millions. Il y a une année, on n'a rien vu venir. Et on ressent encore ce truc-là aujourd'hui. Il y aura pas 400, il y aura 500. Je ne sais pas. Bon, écoutez, ce qui est clair, là, et je viens de constater quelque chose. Et la camarade à côté de la France Insoumise, c'est une militante de la France Insoumise ici. Mais là, j'ai vu son embarras. Parce que le chef là-bas, hein? Bon, qu'est-ce qu'il a dit hier soir? On l'a entendu. Oui. Il n'a pas dit d'aller voter et Macron. Il n'a dit pas une seule voix ne doit aller sur Marine Le Pen. Sous la dame là, Oui. Marine Le Pen. Et les autres, ils font quoi? Ça veut dire quoi cette histoire-là? On ne peut pas amener une troupe à la bataille. On ne peut pas amener des gens au combat. Et quand l'ennemi, alors, pénètre la ligne de défense, les généraux foutent le camp, comme en 1939 en France, là, c'est toujours pareil. Et puis, on lâche les soldats en reste campagne. On dit aux militants et aux électeurs qu'on a entraînés dans cette bagarre-là, démerdez-vous, hein. Vous faites comme vous voulez, vous votez pas, vous mettez blanc, vous votez nul. C'est pas ce qu'on a dit. Mais qu'est-ce qu'on dit? Bien que la base décidera. La base décidera maintenant. Parce que les gens ont voté pour Jean-Luc d'accord, je suis d'accord. Ça, c'est la démocratie. Ça, c'est la démocratie. Oui, la démocratie participative. Ce que je retiens, madame, c'est qu'on a amené les Guadeloupéens dans une bagarre. On les a mobilisés, on les a motivés.
pour dérailler le Macron. Le système, c'est un système. Le Macron, pas le système. Le Macron. On représente un système. Et pour couper les deux jambes de l'autre, l'extrême droite. Maintenant, on est là dans ce dilemme. Tout ça pourquoi? Tout ça pour rien. Alors, tout ça pour rien. Parce que nous sommes aujourd'hui face à ces deux. Qu'est-ce que le Parti communiste propose justement par rapport à ça? On va prendre une petite pause. On revient tout à l'heure. Juste un petit mot, Madame Montout, quand même. Je pose la question quand même. Est-ce que le vote de la Guadeloupe, de la Martinique, etc., ça a servi à quelque chose au niveau français? Mais oui, si on... Mais tu as les chiffres. Mais justement, mais là, il y a un écard de 400, un peu plus de 400 000 voix entre le deuxième, enfin le Macron et Le Pen et Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Donc ça prouve qu'effectivement nos voix auraient pu compter davantage. Oui, pu compter. Voilà, si, bah oui, bien sûr, nos voix comptent dans la mesure où l'écart est quand même assez mince. Oui. Donc, en fait, il y a 2 millions de votants dans les territoires ultramarins. Donc, il faudrait que tout le monde vote dans le même sens, ce qui n'est pas le cas. On se retrouve tout à l'heure juste après la pause. Retour sur le plateau du ZCL, il nous reste quelques petites minutes quand même pour faire avancer un petit peu les débats. Alors, on va vous donner à chacun la parole pour vous exprimer. Vous êtes exprimé un petit peu moins, Madame Montout. Alors, j'allais vous poser la question, est-ce que vous êtes embarrassé dimanche prochain, enfin dans 15 jours pour le vote? Non, mais juste avant de répondre à cette question, je voulais rebondir par rapport à ce que disait notre camarade communiste Christian Céleste tout à l'heure, concernant le fait de lutter contre le système capitaliste. Nous en Guadeloupe, le système il est quand même il dépasse les frontières de nos territoires. Quand on lutte contre un système pareil, le capitalisme, l'ultralibéralisme aussi, on ne peut pas se cantonner à nos territoires. Il faut aller plus loin. Il y a aussi les accords de libre-échange qui sont mis en place au niveau de l'Union européenne. Donc on ne peut pas à nous seuls, je veux dire, lutter contre un tel système. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, concernant les résultats des élections par rapport à la consigne de vote qui a été clairement donnée par notre candidat Jean-Luc Mélenchon quand il s'est exprimé. Oui. Nous, de toute façon, depuis 2017, on a toujours dit qu'il faut faire barrage à l'extrême droite. On le dit depuis... pendant toute la campagne, on l'a... Voilà, les extrêmes ne se rejoignent pas. Donc, nous, notre problème... L'extrême droite, pour nous, c'est même pas discutable. Oui. Et encore plus chez nous. Comment on peut ici, sur des terres d'Afrique, enfin, je veux dire, par rapport à l'histoire qu'on connaît, demander à nos compatriotes d'adhérer à des thèses de l'extrême droite, alors qu'on sait ce qu'ils prennent, et ça n'a pas changé. Ils prennent une hiérarchisation entre les êtres humains. Oui. C'est encore plus grave pour nous. Et on sait qu'il y a des camarades qui ont eu des témoignages de personnes qui savent que leurs familles sont brutalisées par des gens d'extrême droite. Ça se passe en France, ça se passe ailleurs aussi. Donc on ne peut pas demander, on peut pas suivre une telle orientation. Alors, donc vous voterez quoi finalement? Enfin, vous voterez comment? Après les militants, tout comme en 2017, oui. on consultera la base. C'est ce que Jean-Luc Mélenchon a dit hier. Oui. Donc on consultera la base et on leur dira de toute façon, pas d'extrême droite, c'est clair pour nous. Il y en a qui vont voter peut-être blanc, nul, je ne sais pas. Ils ont plusieurs possibilités. Oui. Nous, il faut quand même dire que dans notre programme, on demandait la reconnaissance du vote blanc. Oui. Donc peut-être que si c'était le cas, il y aurait eu une autre manière de s'exprimer aussi dans le cadre de cette élection. Juste un mot, c'était la dernière prestation, entre guillemets, de Mélenchon. La relève est déjà assurée? Mais on peut dire que oui, par rapport à l'équipe qui l'entoure depuis 5 ans. On peut dire qu'il y a quand même des gens qui ont porté les couleurs. La question va se poser aux législatives. Il y a un deuxième, troisième tour. Voilà, il y aura aussi les législatives. Question rapidement. Oui, les choses sont claires en ce qui me concerne. Oui. On ne va pas remuer le couteau dans la plaie parce que ça fait mal. Hein? Donc on va laisser passer, on va laisser passer ça. Je comprends. Non, écoute, il ne faut pas, surtout avec une femme, il faut être quand même gentil. Et donc voilà. Mais je rebondis sur la question de l'anticapitalisme, de l'anti-impérialisme. Je suis un anticapitaliste, un anti-impérialiste, je suis un communiste. Ceci dit, je vais préciser ceci. On ne peut pas aller au banquet des autres, les mains vides. Et c'est ce que certains d'entre nous ne veulent pas comprendre.
il y a la France a son histoire, son affaire. Les politiques français, ils ont leur cuisine. On voit bien ça. Et vous avez fait barrage à Marine Le Pen. OK. On a fait campagne. Mais les Français. Non, il y a eu barrage. Mais est-ce que vous avez vu que les Français ont fait monter Marine Le Pen quand même? Parce qu'elle a progressé. Elle a progressé. Mais même en Guadeloupe, j'ai dit, on fait ici, on fait barrage, etc. Je suis d'accord. Parce que c'est une politique que nous ne pouvons pas accepter ici. Il faut les combattre, simplement. C'est ce qu'on a essayé de faire. Mais il faut venir nous rejoindre dans la bataille. Nous l'avons combattu ici, nous l'avons gagné ici. Mais est-ce que vous avez constaté qu'en France, elle a progressé? Oui. Il faut plus de monde. Alors voilà la question de la cuisine française. Il faut plus de monde. On ne peut pas aller manger dans cette affaire-là les mains vides. Et quoi? Qu'est-ce que nous avons apporté? Notre histoire, notre identité, nos valeurs, nos richesses. On doit apporter ça pour négocier et discuter. On ne doit pas aller comme des gens assister pour des politiques qui n'ont rien à faire de nous. Alors, j'aurais dit ceci, la question est en Guadeloupe. Nous devons construire ensemble, sans sectarisme, sans quoi que ce soit, un projet pour notre pays. Le Parti communiste guadeloupéen a mis sur la table depuis le 5 mars 2021 une proposition de rassembler les Guadeloupéens dans un BIC APEP Guadeloupe pour construire un projet guadeloupéen et une force unie pour porter ce projet. C'est ça l'avenir. Ce n'est pas cette querelle-là qui ne nous intéresse pas. Pas la lutte anticapitaliste, ce n'est pas ce que je dis. Mais cette querelle de parti-là français. Moi, je suis un communiste. Vous avez noté que nous n'avons pas appelé à voter pour notre camarade Roussel. Vous avez noté ça. Pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, nous considérons, et nous sommes bien avec le PCF, bien avec Roussel, comme souci. Mais nous avons dit, voilà, aujourd'hui, nous, l'important et l'essentiel, c'est la Guadeloupe. Et quand vous serez prêts à discuter avec nous de la Guadeloupe, mais nous préparons pour discuter avec vous, quel que soit le gouvernement qui sera en place demain. Nous devons être prêts pour discuter avec ce gouvernement-là du pays, de notre pays et du pays que nous voulons. Merci. Et nous, à relayer ici en permanence les politiques des partis français, inutilement. Madame Gustave Dufault, est-ce que, en 2 mots, M. Macron, il est en difficulté en ce moment? Est-ce que vous admettez qu'il est en difficulté, même en France? De manière vraiment très technique, je dirais non. Non. Pourquoi? Parce qu'il progresse également de 4 points au national. C'est vrai que les départements d'outre-mer n'ont pas voté. N'ont pas suivi. N'ont pas suivi. Mais si vous regardez bien, Emmanuel Macron... Il nous a fait mal. Monsieur Céleste. Je vous ai laissé parler, je ne vous ai pas interrompu. Il disait ça à Zandonis. Sur les territoires ultramarins, c'est 160 000 voix en 2017 et en 2022, c'est 180 000 voix. Donc, il y a une progression. C'est vrai qu'elle n'est pas homogène, mais il y a quand même une progression. Mais n'empêche que, et c'est vrai, pour notre territoire de la Guadeloupe, il faut entendre ce que la population a à dire et en tenir compte. Et je pense que c'est ce que nous allons faire. Il faut remonter nos demandes réelles, ce que disait M. Sylvestre, dans tous les domaines, y compris un projet guadeloupéen, parce que c'est ce qui manque en ce moment. Oui, mais ce projet... Parce que votre parti, le GUSR, devait faire un congrès, il me semble. Ce projet guadeloupéen, Danick, personne ne le construira à notre place. C'est-à-dire que ce qu'Emmanuel Macron dit très clairement, c'est que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie aussi de construire votre projet guadeloupéen. Faites des propositions, mettez-les sur la table. Et je crois que ce sera le président de la République qui, en fonction de ce que nous, citoyens, nous aurons décidé, fera évoluer les choses. C'est un président qui est sans tabou sur l'autonomie et sur plus de responsabilités locales. Tout est très concret. Vous êtes un GUSR. Est-ce que vous pensez que le GUSR est prêt à rencontrer le Parti communiste ou la France insoumise sur cette question? C'est la dernière question. Oui, bien sûr. Parce que finalement, le GUSR ne représente qu'une fraction des citoyens. Donc, les militants de la France insoumise ont un mot à dire, ils ont une vision, ils ont, des projets. Le Parti communiste avec Christian Céleste. Christian Céleste... Pour moi, c'est un monument de la politique guadeloupéenne. Merci. Et sincèrement... Un monument vivant, quand même. Oui, mais c'est ça qui est bien. C'est un monument de la politique guadeloupéenne.
Sincèrement, je ne verrais pas qu'on puisse construire un projet guadeloupéen et que Christian Céleste ne soit pas concerté. En plus, lui, il a probablement encore plus de recul sur le passé que nous, notre génération peut porter. Non, ce projet guadeloupéen, il doit être construit avec tous les Guadeloupéens, d'accord ? Et on devra le porter sur la table d'Emmanuel Macron. Et ensuite, si ce projet, ensuite, il est soumis à chaque citoyen et que chaque citoyen y adhère, après, il va falloir le faire vivre. D'accord. Je vous remercie. En tout cas, ça veut dire qu'on termine là-dessus. preneur. Christian Céleste. Pardon ? Je suis preneur. Vous êtes preneur ? Oui, mais justement, la question, Christian, vous êtes prêt à rencontrer GUSR sur cette question très rapidement, en un mot, oui ou non? Sur cette question, oui, parce qu'elle est sous la table depuis le 5 mars. Madame Montout, même question. Nous, on a eu l'occasion de participer à des congrès, voilà, au niveau des instances qui dirigent. Nous, on donne notre avis quand on nous sollicite sans problème. Je vous remercie. Rendez-vous dans moins de 15 jours maintenant. Il est 13h19. On passe à l'actualité. On revient à ce concert de solidarité fait ce samedi pour le BIC, pour le CHU, pour ces gens qui sont suspendus. Et c'était l'occasion pour des artistes guadeloupéens de, comme on dit, venir nous en force et donner une force à tous ces gens qui sont en difficulté. Et c'est vrai que la solidarité fonctionne et c'est tant mieux. Côté loin est parti, mais la solidarité continue. Il est 13h19. On vous remercie, monsieur et mesdames. À tout de suite pour la suite. Non, 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 non. Pourquoi tout ça, Gabriel, est en moi? Oui, le répondez-moi. On peut qu'elle essaye de marcher si moi, non. Nous peut qu'elle essaye de marcher si nous. Je trouve injuste d'avoir des collègues suspendus. Pour moi, c'est vraiment dur tous les jours, tous les matins, de voir les collègues dans cette détresse. Ce sont des personnes que je côtoie, que je connais, beaucoup de personnes avec qui je travaille au quotidien. J'ai 3 collègues qui étaient suspendus. Il y en a une qui est toujours suspendue et elle était là ce soir. Elle m'a dit que ça lui a fait du bien. Il fallait que je sois là parce qu'avec Dominique, c'est depuis le mois de décembre qu'on a envie d'organiser, d'apporter notre pierre à l'édifice, de contribuer à ce combat pour la justice, contre l'injustice. Et aujourd'hui, c'est la concrétisation de la volonté qu'on a eue, quoi. C'est une initiative artistique ça, qui a contribué fortement également à allier nous, Guadeloupéens, et peuple nous soignants, et peuple nous. Mais également, allier nous, avec soin nous, avec culture nous, avec divinité nous. Voyager, on va voyager. Voilà, c'était le concert de solidarité et donc au BIC pour le CHU, pour ces gens qui sont en souffrance, et c'était l'occasion de ramasser un petit peu d'argent. On reçoit, je vous l'ai dit, Magali Marcin, deuxième fois qu'elle vient dans notre émission. Madame Marcin, merci d'être là. Merci à vous. Bonjour aux téléspectateurs. C'est une couleur de tristesse? Ah, pas du tout. C'est une couleur de joie. Et moi, j'aime bien votre couleur jaune qui me rappelle un parti. Ah bon? En tout cas, une association que je connais très bien. Oui. Alors, cela dit, juste un petit mot sur la politique. Comment vous avez vécu les résultats? Mais en tout cas, j'ai été très, très contente des résultats des Antilles, en tout cas en général, globalement, mis à part Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en tout cas en Guadeloupe. Saint-Barth, effectivement, mais j'ai été très contente des résultats et j'espère que nos hommes politiques dirigeants actuels ont bien compris le message qu'il faut un changement en Guadeloupe, en tout cas dans tous les cas, et surtout un changement de statut, puisque voilà, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passera dans 15 jours. J'espère pas le pire. Puisque, voilà,
mais on verra. Vous êtes obligé de voter Macron, c'est ce que vous êtes en train de me dire? Je ne suis pas en train de dire de voter Macron, pas du tout. Non, ce n'était pas mon candidat et ça ne l'est toujours pas. Je dis juste que j'espère qu'on n'aura pas le pire, mais dans tous les cas, il faut penser Guadeloupe. Et il faut penser changement de statut, selon moi, et faire en sorte qu'on travaille là-dessus de façon sérieuse. Bien, alors on va parler de sujets plus techniques, puisque la fibre se déploie aux abîmes. Alors où puisque vous étiez venu il y a quelque temps, en parler, faire des promesses, et vous posez la question, est-ce que... Oui, c'était des promesses, mais on a dit qu'il y a des choses qui allaient se faire. Alors ça s'est fait, alors les choses se font. Alors le seul petit souci qu'on a eu au niveau de notre prestataire, c'est un problème d'approvisionnement poteau. Oui. Alors c'était certainement dû à la crise sanitaire avec le côté, vous savez d'où ça sort, le métal, etc. Donc maintenant, visiblement, le réapprovisionnement recommence. On a vu, je pense que plusieurs habitants ont vu des poteaux se mettre en place au niveau de leur quartier. Le déploiement a continué malgré la crise, malgré tout ce qu'il y avait derrière. Ça s'est ralenti, mais on continue à travailler pour les abîmes et l'objectif 2023 doit normalement être atteint avec 100% du territoire fibré. Alors, c'est la stratégie numérique des abîmes, c'est-à-dire qu'on met de la fibre un peu partout. C'est la stratégie pour mettre la fibre un peu partout, pour permettre à tout un chacun d'avoir accès à tout ce qu'il faut comme information via Internet, via la télé et surtout aujourd'hui avec le télétravail qu'il y a pour tous pratiquement, faire en sorte que les personnes ne soient pas pénalisées. Alors, la dernière fois que vous étiez venu, je vous avais posé la question, est-ce que le Wi-Fi gratuit allait arriver aux abîmes? Ça y est, c'est fait? Alors, c'était déjà là. C'était déjà là, mais pas partout. Oui. Et puis là, on a 22 postes, 22 points de Wi-Fi gratuit. Donc, on avait 21, on a mis un 22e au quartier de Orézé. Alors, on en a plusieurs qui sont prévus. Je n'ai pas le chiffre exact, mais les prochains déploiements, ce seront dans les zones rurales essentiellement. Parce qu'on a mis au Bourg des Abîmes, etc. Je ne sais pas si vous avez une carte du déploiement de la fibre, mais dans tous les cas, aujourd'hui, on en a 22. Ah ben voilà la carte. Et ce sera déployé surtout dans les zones rurales, de façon à faire les gens sortir de chez eux. J'aime bien ce petit mot-là, sortir de chez eux, aller profiter un peu dehors, dans les parcs, etc. En gardant leur portable, mais ça permet aussi même de travailler à partir de la fibre. Donc aujourd'hui, il y a juste une 22e qui a été mise en place la semaine dernière, qui est en Bas-Payotte, là, au Rézé, pour ceux qui connaissent, pour les habitants du Rézé. Oui. Et c'est là qu'aura lieu notre animation, justement, du 13, du mercredi 13. Alors, le 13 avril, il y a une opération? Oui, tout à fait. C'est quoi, le 13 avril, c'est une animation pédagogique et ludique autour du numérique. Oui. Et en gros, on va parler de plusieurs thématiques qui nous tiennent à cœur, effectivement, la prévention routière, le harcèlement scolaire et les problèmes entre les couples, on dira, les femmes battues ou ce genre de choses. Mais on va le faire à travers les outils numériques, les casques virtuels, les manettes, ce seront des... Quand je vous dis ludique et pédagogique, c'est-à-dire qu'on va apprendre à manipuler l'outil numérique tout en parlant de ces thématiques. Aujourd'hui, vous avez vu le taux accidentogène qu'on a en Guadeloupe. Donc, on va parler des bonnes pratiques, on va démontrer aux enfants et aux âgés. C'est-à-dire que ce n'est pas réservé aux enfants, essentiellement. C'est réservé à tout public. Oui. Les mauvaises pratiques le téléphone au volant, etc., etc. On va parler du harcèlement scolaire, en amont et en aval, c'est-à-dire qu'on va parler qu'est-ce que le harcèlement scolaire, mais on va parler aussi du côté répressif du harcèlement scolaire. Et on va parler aussi de la violence faite aux femmes. Je sais qu'il n'y a pas que les femmes qui sont battues, mais majoritairement des violences faites aux femmes et aussi du côté répressif et les nouvelles mesures qui sont mises en place pour pouvoir essayer de pallier à toutes ces problématiques de notre société. Ça va se passer au Rézé, c'est ça? Ça se passe au Rézé et en Bas-Payotte, là, justement, là où il y a... Ah, vous connaissez? Oui, bien sûr, bien sûr. Là où on a justement mis en place le nouveau spot Wi-Fi depuis à peu près une semaine. Oui. Donc, je pense que tout le monde n'est pas au courant, mais dans tous les cas, on a mis en place ce spot. Maintenant, je peux me balader un petit peu aux abîmes avec mon portable, sachant que je peux avoir... En gros, si vous n'avez pas d'unité, vous pouvez connecter au Wi-Fi là. Le Wi-Fi là avec WhatsApp au moins. Donc, ça avance bien. Alors, ça avance bien. C'est un projet, en fait, c'est un projet municipal. Si, c'est un projet municipal, tout à fait. Et d'ailleurs, il ne fonctionnait pas partout. À la Fond, il y avait un petit souci. À la Croix aussi, il y avait un petit souci. Donc, il faut savoir que c'est le prestataire qui maintient normalement, qui fait la maintenance de ces spots Wi-Fi. Et on les a tous remis en fonction. Donc, ils sont tous opérationnels sur le territoire. Donc, moi, je demande à la population de profiter. C'est gratuit. Profiter de cette ouverture vers le monde, vers Internet. Et puis, voilà. Et c'est vous l'intermédiaire de tout ça?
L'intermédiaire, non, je suis l'élu au numérique. C'est ce que je veux dire, donc entre la direction de la municipalité, le grand patron. C'est ça, Monsieur Jalton, oui, c'est ça. Donc, je suis déléguée au numérique. Donc, effectivement, je pilote toutes ces opérations, mais surtout les personnes qui sont opérationnelles, ce sont les agents de la ville, le directeur du service informatique qui pilote, les agents de la ville. Et je fais un clin d'œil particulier à Véronique, notre stagiaire depuis peu, qui d'ailleurs a piloté ce projet avec aussi Karine, toute l'équipe de la ville et aussi l'équipe logistique qui mettra en place ce projet-là. Alors, je tiens à dire sans vous couper, que c'est en collaboration avec le CLSPD, le Centre local de prévention, le Centre local de sécurité et de prévention de la délinquance des abîmes. Pourquoi? Puisqu'on a des agents de terrain qui sont là. Et justement, la violence faite aux femmes, ils en sont témoins. Le harcèlement scolaire, peut-être à la sortie de l'école, ils en sont témoins. Et quant à la prévention routière, n'en parlons pas. Donc, le CLSPD est là aussi pour pouvoir, on aura une intervention de la police nationale. Pardonnez-moi, j'ai oublié le nom de l'intervenante. Et on aura aussi une intervention d'une assistante sociale. Donc, toutes ces personnes seront réunies pour sensibiliser la population. Et j'insiste sur le fait que ce n'est pas réservé qu'aux enfants. Adultes comme enfants, comme personnes âgées. Alors, c'est la question que j'allais vous poser précisément. Animation numérique pour les personnes âgées, mais c'est les gens qui n'ont pas cette pratique. C'est justement pour ça qu'on le met en place. C'est-à-dire qu'on va parler de sujets qui sont plus ou moins graves, mais à travers ces sujets-là, les ateliers que nous mettrons en place permettront à la personne de manier... De manipuler un peu. Une tablette, on va mettre un casque virtuel. Ça, c'est pas habituel. Vous avez déjà essayé le casque virtuel? J'ai déjà essayé, j'ai failli me casser la jambe. À ce point-là? Mais c'est-à-dire vous étiez parti complètement. Voilà, un casque virtuel, c'est vraiment comme si on y était, d'accord? Et on va, par exemple, des exercices... La réalité virtuelle. La réalité virtuelle, où, par exemple, vous essayez de traverser la route sans avoir regardé à droite et à gauche. Qu'est-ce qui se passe? On vous montre une voiture qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Et à la fin, il y aura un quiz. C'est-à-dire qu'on aura des leçons. Non, je plaisante. On va faire un quiz pour que les personnes essaient de retenir ce qu'elles ont vu pendant toute l'activité. Puisque même si ce n'est pas quelque chose où c'est un concours ou quoi que ce soit, il est important que ces personnes retiennent pourquoi elles sont venues ce matin découvrir les ateliers ludiques, mais surtout les thématiques et tout ce qui est mis en place concernant ces thématiques. L'association Communic Motion, qui nous accompagne justement pour la formation des personnes moins aguerries au niveau de l'outil informatique, sera aussi là pour piloter tout cela, guider les personnes et aussi animer les ateliers de numérique et pédagogie. Alors, je vous pose quand même une question. Est-ce que la dématérialisation se fait déjà à la mairie des Abîmes? Elle se fait déjà, mais ça fait besoin d'un certificat de mariage ou une pièce... Vous êtes marié, monsieur Hernandez? Alors, je continue. Donc, je dis... Non, je vous embête. Oui. Alors, je veux vous poser la même question. Parce que il n'y a pas de bague. Je vois pas de bague. Il n'y a pas de bague. Il n'y a pas de bague, d'accord. Bon. Alors, ça ne veut pas dire que je suis célibataire. Oui. Donc, je continue à vous dire justement, aujourd'hui, vous pouvez faire toutes les demandes via Internet. Certificat de mariage, de divorce, bulletin de naissance, extrait d'acte de naissance, extrait d'acte de naissance. Ça se fait tout se fait via le site abim.fr. D'accord. Et ensuite, c'est envoyé par courrier aux personnes qui demandent effectivement ces certificats. Donc aujourd'hui, on va continuer. Vous avez le paiement de la cantine scolaire qui se fait en ligne. Vous avez quoi d'autre comme service? Tout ce qui est inscription aujourd'hui au concours. On a un concours du jardin créole. L'inscription se fait aussi en ligne. Tout se fait aujourd'hui en dématérialisation. Donc, le Covid a eu le bon côté d'accélérer aussi les choses. On le faisait déjà, mais le Covid a accéléré les choses. Et ce n'est pas que la ville des Abîmes, c'est un peu partout. La CAF, vous voyez bien que maintenant... Oui, bien sûr, les impôts. Et donc, vous suivez le rythme. Mais non, mais je dis ça parce que comme on sait que notre population, elle est vieillissante, donc ça signifie que par rapport à ça, il faut véritablement... J'ai envie de dire une pédagogie. Mais c'est ce qu'on fait. On fait aussi la formation pour ces personnes-là. Il y aura de nouveaux ateliers qui se mettront en place. Il faut rester connecté, justement. On continue à faire ces ateliers pour former les personnes, pour leur dire, voilà, vous ne pouvez plus rien faire sans une adresse mail aujourd'hui. Voilà, c'est la base. La base, c'est l'adresse mail. Et ensuite, ça part sur tous les services que vous voulez, France Connect, etc. D'accord. Bon, écoutez, Madame Marcin, rendez-vous donc le 13, c'est ça, dans 2 jours. Mercredi matin. Vous serez sur place? Moi, je ne serai pas là, malheureusement. Vous ne serez pas là. Mais ne vous inquiétez pas, j'aurai ma collègue Nadège Théophile qui va faire en sorte de représenter la mairie des Abîmes, surtout. Alors, je vais vous faire, qui n'a rien à voir, c'est pas numérique ça, mais je vais faire voir un petit peu le proverbe du jour. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est parti. Est-ce que c'est prêt, le proverbe du jour? Voilà, il arrive. Voilà. On coûte langue si on échappe pour le bois.
Messieurs, comme disait Patrick Saint-Éloi, feu Patrick Saint-Éloi, langue là, c'est langue là, effectivement. C'est vrai ça? Oui. La langue, c'est la langue. La langue, ça peut aller loin lorsqu'on parle. Oui. Et les sourires, les médisances laissent des traces conséquentes et quelquefois terribles. Et ça, c'est pas du numérique, ça. Hein? Eh bien, moi qui suis en politique, je sais de quoi on parle. Hein? Ah bon? Oui. Les coups de langue en politique sont. Ah, les coups de langue en politique. Durs, ça fait mal, hein? Ça peut faire très mal. Mais comme on dit, donc moi, c'est fait à Madé. Voilà notre proverbe. Bien, Magali, merci d'être venue. 13h32. Merci à vous. On prend une deuxième pause et puis on se retrouve tout à l'heure avec notre ami Jean-Luc Divial. Et aussi, on va terminer le journal là, tout de suite. Il est 13h40, Jolo est là? Oui, Jolo Mbote. Jolo Mbote, Jambo, oui. Bien bonjour. Et tout à l'heure, nous avons parlé de capitaine. Eh bien, nous avons parlé des trois mots qui agissent contre des virus dans l'angano, puisqu'il travaille pour détruire. Bien, alors, tout de suite, un dernier sujet d'actualité. Le marché, j'étais à Morne-à-l'eau ce week-end. Olivier Moadel était sur place. Crabe là, vend toujours, même si pas ni fait du crabe, mais on n'a qu'à acheter crabe là toujours. On regarde et on revient tout de suite après. Depuis le mois de décembre jusqu'à maintenant, le marché est en place tous les samedis. Donc vous voyez ce qu'il y a autour de vous. Il y a une vie, il y a de l'ambiance, il y a beaucoup de gens. Et particulièrement aujourd'hui, puisque nous préparons les fêtes de Pâques. Et comme vous le savez, Morne-à-l'eau, c'est là où on a trouvé crabe. C'est un moment très important. Ça permet aussi de mettre un visage sur le produit. Parce que souvent, on voit les produits, bon, on ne sait pas qui fait quoi. Donc là, je suis derrière ma marchandise, on reconnaît M. Carneva. Et bien là-bas, pour l'agriculteur, c'est au café zème, c'est au café patate, c'est au café. Donc ça fait qu'il y a une relation qui se développe entre l'acheteur et le commerçant. Il y a une très bonne ambiance, c'est très sympa. Heureusement, aujourd'hui, nous avons un super beau temps. Ça, c'est sympa aussi. Et puis voilà, moi, personnellement, mon passe-temps, et mon gagne-pain, pas entre guillemets, mon petit gagne-pain quand même, je crée des sujets à base de coco sec. Tout ce qui est coco sec, en fonction de sa grosseur, de sa largeur, de son style, je crée des lampadaires, des boîtes à bijoux, des vides-poches, des pots à fleurs, des suspensions. C'est la toute première fois que je viens vendre des crabes à Morne-à-l'eau. C'est Mme Nelson qui est chargée au niveau de la région Guadeloupe et de Morne-à-l'eau qui m'a invité. Et quand elle m'a invité, je suis venu pour la première fois ici. Mais en général, je vends les crabes qu'à la maison. En général, mes crabes que je vends à 100%, même plus que ça, c'est chez moi à Anse-Bertrand. J'habite à côté de la plage de la Chapelle. Beaucoup de gens connaissent l'adresse. Et donc, s'ils veulent m'appeler, ils me téléphonent pour voir ce qu'on peut faire. Ouais, mais même si on fait du crabe, mais crabe là, toujours à Morne-à-l'eau, sur le marché. Et nous allons changer ça. 13h42. Alors, Jolo, alors dis-moi qu'on va parler de certains mots créoles qui influent. Ce n'est pas des mots créoles, ce sont des mots du français qui influent négativement sur notre langue. Oui. J'ai tendance à le dire. Tout ce qui nous est arrivé depuis 300 000 ans est consigné par la langue. Et donc, cette rencontre depuis plus de 3 siècles avec le français, justement, n'est pas sans conséquence. Et vous allez voir qu'au bout d'un certain moment, on ne s'en apercevait pas trop parce qu'on était dans une configuration où il y avait peu d'occasions d'entendre la langue française comparée à maintenant. Et ceci, maintenant, a provoqué des changements majeurs. Et l'incident, c'est que... avant, c'était minime, mais maintenant, c'est vraiment... on dirait que c'est le coup de grâce. Donc, c'est une forme d'alerte que je veux porter aujourd'hui concernant notre langue. Voilà, qui est belle, qui est riche. Chaque jour, on le voit. Ouais, tout à fait. Générique. Alors, les termes déconstructeurs de notre langue. Ben, de façon insidieuse, ils s'insèrent comme des petits virus, comme des petits microbes
et ils déconstruisent la langue, ils érodent sa structure et son vocabulaire. Et donc, nous ne sommes pas sans savoir que tout ce qui nous est arrivé depuis 1986 a eu une incidence majeure. Hier, c'était le vocabulaire, mais aujourd'hui, c'est carrément la syntaxe. Depuis la fin des années 90, c'est carrément la syntaxe qui se déconstruit. C'est lié à la politique, mais c'est lié aussi à beaucoup d'évolutions technologiques. Et ceci nous donne droit à des phrases de plus en plus incompréhensibles. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces phrases, parce que parfois, elles ne sont ni compréhensibles ni en français, ni en Outchikam, ni dans notre langue. C'est ça le grand drame, en fait. Mais pour le moment, nous allons pointer du doigt des constructions majeures. Mais avant, parlons des raisons. La première chose, c'est l'ultramodernisation. On est passé d'une seule chaîne de télé à une multitude. On a Internet, on a les réseaux sociaux, et tout ceci se fait en français. Donc, ça réduit nos occasions de parler notre langue. Et donc, on a un manque de pratique, parce que même les enfants, quand ils sont à l'école, ils parlent français. Quand ils reviennent dans leur foyer, ils parlent français. Alors que autrefois, on avait l'occasion, dès qu'on rentrait chez les parents, d'entendre encore notre langue. Et ceci aussi génère, il ne faut pas se le cacher, un phénomène de paresse intellectuelle. Le mot existe dans notre langue, mais nous préférons privilégier des concepts qui ne font pas partie de notre pensée symbolique pour nous exprimer. Et donc, ceci aussi traduit un manque de vigilance de notre part, parce que beaucoup de gens considèrent que, bon, de toute façon, notre langue, c'est un fourre-tout. On peut y mettre tout, on sait parler, il n'y a pas de vigilance, il n'y a pas de rigueur à avoir. Et ce sont des destructeurs sournois. Et nous allons les voir, et je vais vous en parler très rapidement, de ces destructeurs sournois, parce qu'on les utilise sans crier gare, et de plus en plus, ils s'installent. Alors, on peut déjà citer 4. À, de, que, en train de, qui sont des termes français, qui se sont installés dans la langue et donnent à notre langue vraiment des incongruités et souvent des choses qui ne relèvent pas de notre façon de penser le monde. Ça montre qu'on ne parle pas assez notre langue dans le privé. Et la règle multimillénaire, par contre, de notre langue, c'est le sous-entendu. Et je vais vous montrer pourquoi. Ici, vous avez une graphie qui fait figurer 2 signes, un drapeau, pour signifier le souffle, et un piquet de tente qui se translittère Netcher AA, et donc qui est traduit le Dieu grand, le grand Dieu en français. Mais nous, quand on dit bon Dieu grand, on a un sous-entendu, c'est déjà une phrase. Hein? On traduirait Dieu est grand. Donc c'est pourquoi je dis que nous avons notre part de contribution à amener dans la traduction des textes en hiéroglyphes, puisque nous possédons la même pensée symbolique. Et là où en français on commettrait l'erreur de traduire le Dieu grand ou le grand Dieu, nous on ne ferait pas pareil. Deuxième exemple, voilà une phrase de situation en égyptien ancien qu'on pourrait translittérer Iyunu Herta et aussi traduire par Yenu Asilate. Vous voyez qu'anciennement, le verbe était en première position dans la phrase, le verbe être. Mais nous, on le sous-entend. Donc le verbe a disparu et on peut dire nous Asilate et là la phrase prend tout son sens. Voyez ? Donc, on voit qu'il y a une similitude entre la phrase égyptienne et la phrase de notre langue, excepté la mutation. Mais quelle est la menace ? La menace, c'est qu'aujourd'hui, on voit, en se calquant sur le modèle français, des gens dire plus tard, nous y assis la terre ou nous être assis la terre, puisque aujourd'hui, on laisse, sans crier gare, s'introduire la syntaxe française. Exemple numéro 2. Et là, c'est les formes nisbées. Alors, on pourrait dire aussi Iunu her I, heri, qui pourrait se traduire par Yenu assis. Et, abstraction du verbe, nous assis. La menace, elle peut intervenir. Elle pourrait prêter à sourire, mais ça peut arriver qu'on puisse dire demain nous y assis ou nous être assis. Voyez ? Et ça fait penser un peu à l'évolution, par exemple, de notre langue à la Réunion. Mais c'est venu comme ça, de façon sous-jacente. Et donc, on peut voir des exemples de déconstruction aujourd'hui. Passons au tableau et vous allez voir. Aujourd'hui, on entend souvent « en cas penser art », mais le art, là, il est inutile. Parce qu'on dirait « en cas songer ». Ça suffit, on n'a pas besoin de dire plus.
Pourquoi en cas penser à? Vous voyez que c'est l'influence du français. Comme on est tellement baigné là-dedans qu'on ne pense plus à nos mots, alors que les expressions existent. Autre exemple. Quand vous voulez demander « à docteur là », c'est une incongruité. Le « à » est sous-entendu. Vous voyez, il serait plus convenable de dire, et vous allez voir la réponse apparaître, quand vous voulez demander « docteur là », le « à » est inutile. Et pourtant, on le met parce qu'on est tellement baigné dans le français que ça provoque une déconstruction. Et donc, de même qu'il y a des académies, ben, nous aussi, on pourrait aussi avoir cette vigilance. En cas crier de la pointe, non. Le fait d'appeler de, c'est déjà une conception européenne, française de la langue. Non, on peut dire, oui, allô, c'est un tel, en la pointe, ou bien en la pointe là. Donc, ça suffit. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se calquer sur le modèle français. Ou bien, en cas penser que, ça, c'est un truc qui revient énormément. Non, en cas penser. Le que doit être sous-entendu, vous voyez? Et pourtant, c'est ce que vous allez voir venir souvent. Il dit moins que. Non, il n'a pas dit moins que, il dit moins. Il dit moins qu'on ça, ou il dit moins. Ça suffit. Le qu'on ça est conforme à la pensée symbolique de nos ancêtres. On le retrouve en égyptien ancien. Ou bien, pire, ou en train de dire moins, c'est ça? Non. Le en train de, c'est pas nous. C'est déjà sous-entendu dans la langue. Vous voyez? Ou qu'a dit c'est ça? On n'a même pas besoin de cette réflexivité pour dire ou en train de dire moins. Non, ou qu'a dit c'est ça? Voilà, c'est sous-entendu. On n'a pas besoin du en train de. Ou alors, ou qu'a dit moins? Au pire. Mais on n'a pas besoin d'aller de calquer à ce point la langue française, puisque nos expressions sont riches et là, elles sont porteurs de sens. Donc, la solution, c'est quoi? Parler langao à Kazao. Apprendre parler, marquer et lire. Apprendre, prends plaisir, lire livre marqué en langao. Lis en page dictionnaire, pas semaine. Bon, si nous prenons l'habitude de lire en page dictionnaire en semaine, nous avons apprendre expression nous et nous payons la cadi créole à moun longtemps, créole à jeudi jour. Nous avons nourri l'anglais. Marquer, chanter, livre, poème, film, conte, chanter, tout cas été bitin à dans l'anglais. Faut l'anglais produit et jeudi jour, nous avons le monde qui a marqué compte, qui a marqué livre, qui a fait toute qualité production en culturelle. Donc, voilà, c'est sa solution-là. Rappelons, la langue hébraïque qu'on parle aujourd'hui en Israël n'existait pas. Hein. C'est une volonté politique de se réapproprier la langue hébraïque qui a fait qu'aujourd'hui, c'est la langue de l'État et tout. Donc, si d'autres y parviennent, pourquoi pas nous? Voilà ce qu'on pourrait dire en filigrane. C'était une petite alerte. Et bon, si vous pouvez aller plus loin encore, ni Fonbois le Wuchikam, qui sont l'école fondale Guadeloupe, connaître-vous, connaître l'histoire, connaître tout secret à langage, connaître les hiéroglyphes égyptiens. Ibout. Alors, justement, avant nous bout, nous pouvons prouver de là, et au que dit nous ça, qui sont trouvé. En coup de langue, c'est un niche pour le bois. Alors, oui. est-ce que la nécessaire là? On niche pour le bois? Ouais. Ah oui, il n'y a pas même vrai. Vous comprenez ça, hein? En bas, quand j'ai la réponse là. En coup de langue, c'est un niche pour le bois. C'est un niche pour le bois. Pas à la inutile. Pas ni place à la même. Ouais. Voilà. OK. Voilà. Et pour le là, je rappelle qu'au début du journal, on a eu un petit débat avec trois politiques, Nadège Montout, militant de la France Insoumise, le parti Mélenchon qui a gagné les élections dans toutes les colonies, Christian Céleste, membre du bureau politique du Parti communiste et directeur des Nouvelles Étincelles, et aussi Madame Sylvie Gustave Duflo, coordonnatrice de la campagne d'Emmanuel Macron dans notre pays. Magali Marcin, déléguée au numérique, à la jeunesse et à la ville des Abîmes, veut nous dire comment ce qui va se passer le 13. Il y aura une manifestation sur le numérique parce que la ville des Abîmes est en train de se numériser et se digitaliser. Et il y aura donc un petit travail qui va être fait en direction des personnes âgées, mais aussi en personnes des jeunes. Ce sera sur la prévention routière, sur le harcèlement scolaire et sur les violences dans les couples. Jean-Luc, avec lui, nous voit Thibaut qui maniait ou peut moufraser, parler là, je là, et faire en sorte que nous pas mettez trop français à dans créole là, pas ni que, songez ça.
en quête du cœur en ravine, non, c'est en quête du en ravine. Voilà. Sinon, l'actualité, sujet, c'était les élections sur la participation, 47% en Guadeloupe, on l'a vu. Concert solidarité du BIC des artistes guadeloupéens, il y avait une potente solidarité pour les soignants et qui est suspendu. Nous voyons Loïc Amboulé, nous voyons Dominique Coco, tous ces gens ça été là, c'était samedi. Et ils fait ça gratuitement et justement, te permettre d'assembler un petit l'argent pour passer mon petit moins force. Nous sommes allés aussi à Mornalo pour le marché de Mornalo où là nous voyons que Krabla là toujours et mon Kavim de plus en plus Kavim Mornalo. Voilà, il bout pour aujourd'hui là, nous avons rencontré demain même les là 12h30 midi et demi et nous avons bout de côté des heures. Et c'est Yann qui était dans en réalisation là qui était capoté manœuvre derrière ces machines là. Nous qui nous dit mais c'est que demain nous revenons à ça demain. Voilà, il bout pour aujourd'hui là à demain.